Mais, docteur, moi j'ai envie de vous poser cette question. Juridiquement, il a parlé ici d'opportunités de mise en place de cette délégation spéciale. Aujourd'hui, au regard de la loi, est-ce qu'il y a, on ne discute pas sur est-ce que leur mandat est fini. Est-ce qu'il y avait une opportunité de mettre en place des délégations spéciales, ou bien il aurait été mieux de procéder à une sorte de prorogation du mandat des conseils communaux? En réalité, comme vous l'avez dit, il y a la question d'opportunité, il y a la question aussi de légalité. Le point de vue légal, il n'y a pas de problème en la matière, comme il a dit, l'article 100 en dit long. Donc, lorsque nous sommes dans l'une de ces situations, on peut bel et bien prononcer la dissolution du conseil communal en place, y compris l'organe exécutif, et procéder à la mise en place d'une délégation spéciale. Maintenant, le code des collectivités, il faut rappeler que dès le lendemain du coup d'État ou du changement de régime, on a prorogé les lois nationales et des conventions internationales. Et là, ce qui fait dire que le code des collectivités est en vigueur. Ce code des collectivités a dit que les conseillers communaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat d'une durée de 5 ans renouvelable. Donc, comme il a dit, lorsque le mandat arrive à terme, ça veut dire légalement ceux qui sont en place n'ont plus de mandat. C'est-à-dire ils n'ont plus de mandat venant du peuple qui les a désignés. Donc, de ce point de vue, les autorités en place ont la charge d'apprécier l'opportunité. On pouvait les laisser continuer parce que nous ne sommes pas en mesure d'organiser des élections. Nous avons vu ici, de par le passé, quand on a été incapable d'organiser les élections législatives, on a prorogé le mandat des députés. Ces situations peuvent arriver. Donc, du point de vue légal, la dissolution n'est pas mal. Mais à l'intérieur, comme vous l'avez annoncé, nous allons en arriver, il y a beaucoup de choses qu'il faut dénoncer. Vu beaucoup de ces considérations, on estime que ces actes constituent une suspension de la décentralisation en République de Guinée. Alors, l'autre chose, c'est cette mise en place de ces délégations spéciales-là. Dites-nous combien de temps elles peuvent vivre, parce que j'imagine si ceux qui sont élus ont un mandat bien défini, ceux qui sont nommés aussi. Est-ce qu'il y a une date précise, on dit après cette date, ces délégations spéciales ne peuvent plus exister? Non, l'article 104 est clair là-dessus. Une délégation spéciale ne peut dépasser 6 mois. D'accord. Sauf si la date des nouvelles élections, c'est-à-dire de la fin des 6 mois et la date prévue pour les élections ne dépasse pas 3 mois. Okay. C'est ce qui est indiqué dans le texte. 9 mois. 9 mois. Donc, mais ce que nous voyons aujourd'hui, tout porte à croire qu'ils sont là pour longtemps. Donc, c'est pourquoi je dis que ça ressemble à une sorte de suspension de la décentralisation. Restons dans le cadre de la loi. Lorsque ces 9 mois arrivent, qu'est-ce qu'on fait de ces délégations spéciales? Non. Qu'est-ce que la loi a prévu? La loi demande à ce que l'État organise les élections dans les 6 mois après, à partir de l'installation de la délégation spéciale. Mais s'il se trouve que l'expiration du mandat ou l'élection, la date prévue pour des élections ne dépasse pas 3 mois, on peut les laisser en place. Mais maintenant, là, ils ont été installés, il n'y a pas eu de date indiquée et nous voyons clairement à travers la lettre de mission qui a été publiée par les voies officielles et sur la place publique que ces gens ne sont pas là pour une durée déterminée et pour une courte durée. Donc, ça veut dire qu'il y a problème. Ok. Alors, quelque chose à ben oui, écoutez, ce que M. Diallo dit est pertinent, mais il faut se replonger dans l'histoire politique de ce pays. D'accord. On se rappelle qu'en 2015, avec l'expiration des mandats des conseillers communaux auxquels nous avons remplacés, il y a eu les délégations spéciales qui ont été installées en 2016. À l'époque, leur installation n'a pas obéi au même principe que celle que nous avons vue cette fois-ci avec le CNRD. Parce que le président d'alors a appelé l'ensemble des forces vives de la nation, les partis politiques, pour que chacun puisse gagner, désigner les présidents des délégations spéciales dans les communes
où ils ont gagné les élections législatives. C'est ce qui fait que nous avons retrouvé l'UFDG dans la commune de Dixine, le RPG à Matoto, l'UFR à Matam. À l'époque, une délégation spéciale avait été installée en 2016. Mais la délégation spéciale a continué à gérer les affaires de la collectivité pendant 6 mois. Au-delà des 6 mois, au-delà des 6 mois, il y a une prolongation qui a été donnée au président de ces délégations spéciales qui sont restés en mandat jusqu'en 2018. Jusqu'à 6 mois avant l'élection, à 3 mois de l'organisation, il y a une délégation administrative qui a été mise en place où les fonctions d'ordonnateur ont été données aux secrétaires généraux pour l'organisation des élections communales. Ça veut dire que la situation que nous sommes en train de vivre, c'est comme un précédent que nous avons déjà vécu en 2015, où les délégations spéciales sont restées à la tête des collectivités pendant 2 ans. Donc rien n'exclut cette fois-ci qu'il y a une prolongation qui peut être faite, alors que c'est une situation qui a déjà été vécue dans notre pays et que ça n'a pas fait assez de bruit à l'époque que maintenant, parce que à l'époque, toutes les formations politiques avaient gagné des places dans les différentes collectivités. Donc, ils se sont dit que l'urgence n'est pas là pour aller aux élections au moment où nous dirigeons les communes auxquelles nous aspirons gérer. Donc, voilà. Comme cette fois-ci, il n'y a pas eu de consultation, la pression est beaucoup plus forte au niveau des CNRD parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'aucun parti politique n'a été consulté pour désigner officiellement, pour désigner des personnes qui vont faire partir dans la liste de ces délégations. Le CNRD et le ministre en charge des collectivités, c'est juste tenu par rapport à la loi. C'est-à-dire que dans les préfectures, les préfets vont désigner les personnes qui ne sont ni condamnées, qui ne font pas l'objet de l'ancienne liste des délégations du conseil communal et qui sont issues dans les collectivités où ils habitent. Et pour le cas de la ville de Conakry, le gouverneur de la ville de Conakry désigne les membres. Donc c'est une situation que nous avons vue. Moi, j'ai juste un problème que j'ai déploré en fonction de l'article 105 qui dit que le ministre en charge de collectivité donne par arrêté la liste les membres des délégations spéciales. Au cours de leur première réunion, les membres de délégation spéciale procèdent à l'élection du président et du vice-président. Mais cette fois-ci, nous avons vu malheureusement que c'est le ministre en charge des collectivités qui a nommé et les présidents et les vice-présidents et les membres. Alors que c'est les membres qui devraient se réunir lors de leur première réunion pour nommer le président et le vice-président. Pour élire le président et le vice-président. Une précision à ce niveau. Il faut se référer à l'article. Vous allez continuer la précision et ensuite vous aborderez sur aussi cette question. Quels sont les critères pour appartenir à une délégation spéciale de ville commune? La précision à ce niveau, il faut se référer à l'article 102 qui dit que le président et le vice-président de la délégation spéciale, on dit bien, sont désignés par le même arrêté du ministre. Donc là, en la matière, je crois qu'il n'y a pas de violation. Vous référez à l'alinéa 2. D'accord. Pour revenir, vous n'êtes pas d'accord avec le maire. Là, oui. Le ministre a respecté en fait la loi. Effectivement. Le président et le vice-président sont désignés par le même arrêté. C'est ce qui fut fait. D'accord. Et deuxième, pour revenir à votre question, comme il a dit, d'abord, à ce niveau, il n'est pas interdit qu'un ancien membre du conseil communal soit membre de la délégation spéciale. Ah bon. Sauf si la dissolution est motivée par une décision de condamnation, par exemple. Si, par exemple, il y a eu une malversation, il y a eu des problèmes, on a condamné des membres, et là, on ne peut plus les remettre dedans. La condition, il faudrait qu'ils soient des citoyens, qui jouissent de leurs droits civils et politiques, qui ne soient pas condamnés, et là, qui résident dans la commune, comme on l'a dit, et comme le dit dans les conditions d'éligibilité. On peut, par prolongement, appliquer ces conditions d'éligibilité à ces membres. Mais le reste, il n'y a pas un certain nombre, il n'y a pas une liste de critères indiqués. Parce qu'on dit que c'est le représentant de l'État qui propose les noms
et ces noms sont par la suite entérinés par le ministre en charge de l'administration et de la décentralisation. Donc, ça veut dire que ces autorités ont une marge de manœuvre plus ou moins large dans la détermination de ces personnes. Il suffit que ces personnes ne soient pas condamnées. Et là, si ces conditions négatives n'existent pas, ils peuvent nommer n'importe quel citoyen jouissant de ses droits civils et politiques. D'accord. Alors, monsieur le maire, avant de continuer, je veux aussi vous poser la question sur le coût. Déjà, la taille. Une délégation spéciale peut comporter au maximum combien de personnes et une mairie combien de personnes? Ben écoutez, c'est par rapport à la taille de la population. Pour si on peut nous aider pour l'écran retour dans le studio, ce serait bien. Pour les communes de moins de 30 000 habitants, si j'ai bonne surveillance, la délégation spéciale avec le président et le vice-président ne peut pas excéder 7 personnes. Pour les communes de plus de 30 000 personnes, la délégation spéciale peut aller jusqu'à 11 personnes en fonction de la taille. Maintenant, par rapport aux conseils communaux, pour les communes dont la taille se situe entre 30 000 et 60 000, le conseil communal peut aller jusqu'à 37 personnes. Alors que pour les communes au-delà de 60 000 personnes, la taille du conseil communal peut aller jusqu'à 45 personnes. Ce que vous avez remarqué à Matam, par exemple, il y avait 37 conseillers. À Matoto, il y avait 45 conseillers. C'est en fonction de la taille. Et par rapport à la délégation spéciale, Matam avait à l'époque 37 conseillers. Aujourd'hui, nous avons 11 membres qui composent la délégation spéciale de Matam. Alors, le coût, l'argent, combien prenait un maire en Guinée et combien un président de délégation spéciale va prendre en termes d'argent? Mais écoute, la loi n'a pas défini le salaire des maires en Guinée. La loi donne des primes. Moi, en tant que maire, je percevais une prime de la part de l'État de 250 000 francs. Une prime qui n'a pas été modifiée depuis 1991. Les 250 000 francs sont restés en tant que la prime que l'État verse aux maires. Donc, en tant que maire et l'exécutif communal, nous avons voté la prime que le maire devrait recevoir. Donc à Matam, le maire recevait une prime de 1 million de francs guinéens, alors que les adjoints au maire recevaient une prime de 750 000 francs guinéens en fonction de ce que les élus recommandent. Donc chaque collectivité, en termes de la libre administration des communes, c'est la loi qui le dit aussi, les maires, le conseil communal peut se réunir pour fixer le niveau de la prime que le maire doit recevoir. Ce n'est pas un salaire qu'un maire reçoit, c'est une prime qu'il reçoit, et cette prime est définie par l'État à hauteur de 250 000 francs et par le conseil communal dans le cadre de notre commune à 1 million pour le maire et à 750 000 francs pour les une prime mensuelle. Une prime mensuelle. Alors, mais comment vous voulez réagir à Oui, je voudrais juste faire une précision, comme l'avait dit monsieur le maire. Si nous prenons l'article 13 et 103, qui dit le nombre des membres qui composent la délégation spéciale est fixé à 7 dans les communes où la population ne dépasse pas 40 000 habitants. Ce nombre peut être porté jusqu'à 11 dans les communes d'une population supérieure. Et ce qu'il faut préciser, comme il a dit, le maire, tout comme les autres conseillers, ne sont pas des fonctionnaires. Ce sont des citoyens élus. En quelque sorte, c'est un don de soi. Donc, ça fait qu'ils ne perçoivent que des primes. Primes de fonction, primes de session, etc. Donc, au-delà, ce n'est pas comme les fonctionnaires, tu travailles à la fin du mois, tu prends ton salaire. Exactement. Alors, monsieur le maire, rapidement, on va se poser cette question. Souvent, les gens se demandent, est-ce que ce n'est pas pour contrôler les élections? Quelle est la part de responsabilité d'une commune lors d'élections? Qu'est-ce que le maire ou la mairie peut faire pour gérer une... Mais écoute, les communes déjà sont des circonscriptions électorales à la base. Ils accueillent les commissions de centralisation des élections à leur niveau. Donc c'est important à souligner. Les élections sont organisées à la base par l'appui des élus locaux, parce que c'est au niveau des chefs de quartier où les jeunes sont souvent stockés. C'est dans les écoles qui sont aujourd'hui gérées par les collectivités que les élections sont organisées. Les communes comme l'État donnent un appui
pour le bon fonctionnement des élections. Mais nous ne sommes pas des acteurs de l'organisation des élections. Les gens font souvent l'amalgame que oui, celui qui contrôle une mairie contrôle l'élection nationale au niveau de cette collectivité. C'est faux. Parce que moi, en tant que maire, quand j'étais maire, je n'ai assisté à aucun dépouillement de vote. Je n'ai pas accès à cela. Parce que c'est la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, qui envoie les personnes qui vont assister à ça. Les membres du conseil communal, les chefs de quartier, les maires, les agents de maire n'ont aucun rôle primordial à jouer dans le cadre de l'organisation des élections, si ce n'est pas un rôle d'appui. Appui à ce que les choses soient facilitées, appui pour donner des lieux où les élections peuvent être tenues dans les bonnes conditions, appui en matière de sécurité, parce que le maire est le seul autorité civile à pouvoir mettre en mouvement les forces de défense et de sécurité pour préserver la quiétude sociale dans sa juridiction. Donc voilà le rôle des maires. Mais en tant qu'acteur clé dans le cadre des élections locales, et que ce soit les maires, les chefs de quartier, que ce soit les chefs de secteur, que ce soit les membres d'un conseil communal ou les membres d'une délégation spéciale ou un président de délégation spéciale, n'a pas un rôle décisif à jouer pour faire pencher une élection au profit d'un ou bien de l'autre. Donc ça, c'est des personnes, des a priori que les gens font, alors qu'ils peuvent être écartés facilement parce que nous n'avons pas de rôle clé à jouer. Alors, quand vous dites que vous n'avez pas de rôle clé, mais vous dites quand même que c'est vous qui gérez la sécurité des urnes, c'est ça? Comment ça se passe? Est-ce que c'est vous qui envoyez les gens, vous dites, vous sécurisez ça, et lorsque vous avez envoyé les gens, est-ce que le maire n'a pas la possibilité de parler à ces mêmes personnes qui sont sous son autorité pour changer telle urne ou tel bulletin de vote ou tel procès verbal, etc.? Non, mais je vais prendre un exemple tout bête. Quand nous estimons en tant que maire de cette commune que la sécurité d'une émission de Joma est menacée, il est de mon devoir de faire une réquisition ou bien une demande de concours, soit auprès des forces de la police ou de la gendarmerie pour venir assurer la sécurité de l'émission ici. Mais pour autant, les forces de défense et de sécurité qui vont venir ici ne vont pas venir participer à votre débat. Ils sont là seulement pour que le débat que vous faites à l'interne de vos studios soit mieux sécurisé. C'est la même chose que nous faisons. Quand il y a une élection... Mais ils peuvent chercher à intimider avec les armes. Non, mais aucun militaire ne viendra intimider un électeur pour voter pour Paul ou de Pierre. Ça ne suffira pas. Aucun militaire ne pourra intimider pour venir dire que tel procès verbal, il faut le faire. Moi, j'ai participé à beaucoup d'élections. Parce que souvent le dépouillement est public. Après l'élection, tout le monde se retrouve autour de la table pour l'ouverture des jeunes en présence des accessoires de chaque parti politique pour que le dépouillement soit public. Et personne ne peut venir dire à l'instant T que ce dépouillement qui est en train de contrer l'urne, le bulletin qui a été donné pour tel mandat, que ce bulletin soit falsifié au profit de tel mandat. Nous, les maires ou bien les présidents des délégations sociales, nous n'avons aucun pouvoir de le faire. Parce que les membres de la commission, de la commission nationale indépendante ne peuvent pas accepter ça. Mais il faut que les gens quand même puissent comprendre cela. Il faut que nous puissions les expliquer que ce soit un président de la délégation spéciale, que ce soit un maire, que ce soit un chef de quartier, un chef de secteur, n'a pas quand même un rôle décisif à jouer lors d'une élection. Alors, la question, ce n'est pas quand il y a le dépouillement. Lorsqu'on a fini de déposer les urnes, les procès-verbaux et qu'on est reparti, qui reste? C'est les policiers et les gendarmes pour sécuriser. Oui, et ces policiers et ces gendarmes-là sont sous la responsabilité du maire de la commune. Oui. Est-ce qu'avec ça, il n'est pas capable de revenir le soir ou d'envoyer des émissaires, puisque ces policiers et ces gendarmes sont là pour substituer des urnes? Non, mais on ne parle pas de substitution des jeunes, parce que c'est les procès-verbaux qui sont remontés. On peut substituer des procès-verbaux. Non, ça, c'est pas à notre niveau. Ça, c'est au niveau de... Oui, mais c'est vous qui sécurisez. Non, nous sécurisons les urnes. Une fois que le procès-verbal est établi et c'est remonté au niveau de la centralisation, nous n'avons aucun rôle à jouer maintenant. Donc, toute la centralisation se fait soit à la préfecture, soit au gouvernorat, soit au niveau des CACP qui sont installés pour jouer ce rôle. Et dans ces cas, c'est pas dans les mairies. Mais non, de toute façon, c'est dans un quartier on organise des élections. Oui, non, je veux dire, c'est dans les mairies. C'est pas que seulement que dans les mairies. Oui, mais il peut arriver que ce soit dans les mairies. Il peut arriver qu'ils n'ont pas de local, que la mairie leur donne. Et c'est à la mairie de sécuriser. C'est à la mairie de sécuriser les personnes qui se trouvent qui détiennent ces procès-verbaux. Il est arrivé même une fois à Matam que nous cortégions les personnes qui détiennent ces procès-verbaux jusqu'à la mairie de Matam pour ne pas que
des choses puissent arriver, que des embuscades puissent être montées et que les procès verbaux puissent disparaître. Donc nous, notre rôle de sécurisation, nous le faisons jusqu'au bout. Et comme je viens de le dire tantôt, nous n'avons aucun rôle décisif dans l'organisation des élections, à part ce que je viens de dire. On va revenir sur ça, mais allez-y, docteur, quelque chose à rajouter sur le rôle des maires dans le processus électoral. Ce que je voudrais rappeler par rapport au rôle des maires, c'est que ce qu'il faut dire, premièrement, les maires bénéficient de ce qu'on appelle en droit le dédoublement fonctionnel. Ils sont à la fois élus du peuple, c'est-à-dire de la population locale, mais aussi représentants de l'État. Et en vertu de ça, ils ont deux catégories d'attributions. Des attributions ou des fonctions exécutives, c'est-à-dire des fonctions qu'ils exercent en tant qu'autorité exécutive de la commune. Par exemple, lorsque le budget est voté par les conseillers communaux, le maire est responsable de son exécution. Donc, ça relève de ses attributions exécutives. Mais il a aussi ce qu'on appelle des attributions exclusives. Ces attributions exclusives sont exercées en tant que représentant de l'État. Et lorsque le maire agit dans ce cadre, il agit soit sous l'autorité du représentant de l'État, soit sous l'autorité du procureur de la République près du tribunal de première instance de son ressort ou du juge de paix dans les localités où il y a des justices de paix. Donc, en fonction de ça, le maire participe par exemple au maintien d'ordre. La fonction de maintien d'ordre exercée par le maire, il l'exerce en tant que représentant de l'État. Il participe à l'exécution des lois. Il participe aussi à l'organisation des élections. Ce qui fait qu'ils ont un rôle à jouer. Mais le problème, c'est que les gens se trompent du combat. C'est-à-dire, au lieu de veiller ou de se focaliser sur qui contrôle telle commune, il faut focaliser les attentions ou le combat sur la sécurisation des élections. Lorsque les élections sont bien sécurisées, comme il a dit, les autorités locales n'ont aucune influence. Mais lorsque les élections ne sont pas bien sécurisées, quand on dit bien sécurisé, le respect du processus, le respect des textes, le respect de la voix exprimée, des voix exprimées par le peuple, lorsque ces règles sont violées, ils peuvent avoir des marges de manœuvre très larges en matière de manipulation des résultats. Ce qui fait qu'au lieu de se focaliser sur à qui appartient ou cette commune sous l'influence de quelle et quelle autorité ou de quel camp, il faudrait focaliser les attentions sur la sécurisation des élections. C'est pourquoi en 2019, décembre je crois, j'avais écrit un article sur la question de la transparence et la sincérité des élections en Afrique de l'Ouest francophone. Tant que ce problème n'est pas réglé, on va tourner, mais on reviendra et on va toujours aboutir au même résultat et au même problème. Et ça sera en quelque sorte un pas en arrière, un pas en avant et deux pas en arrière. Oui, mais docteur, est-ce que ces maires-là ne participent pas à créer un climat d'insécurité des élections aussi? Non, quand on dit insécurité ou la sécurisation ou la sécurité des élections, il faut l'entendre au sens large. Ce n'est pas seulement pour éviter qu'on vienne saccager les urnes et autres, mais par exemple, le fait de mettre des scellés qu'on ne peut pas enlever sans qu'on s'en rende compte, c'est une sécurisation. Ça va au-delà de la sécurité physique. Quand on parle de la sécurité ou la sécurisation, il ne s'agit pas de venir sécuriser les bureaux de vote, mais il s'agit de veiller à ce que le vote se déroule de façon normale, à ce que les citoyens aient la liberté de venir s'exprimer dans les urnes et que le secret des urnes soit respecté et que la volonté exprimée dans les urnes soit reflétée sur les résultats et que ces résultats soient centralisés et rendus publics afin de désigner le vainqueur. Alors, c'est tout un processus. C'est pourquoi beaucoup les gens aiment parler du processus électoral. Donc, dans ce cas, il y a plusieurs considérations, plusieurs éléments à prendre en compte. Et parmi ces éléments, il y a la participation de différents acteurs du processus. Et parmi ces différents acteurs, il y a des maires. Donc,
si le processus est sécurisé, et vous voyez aujourd'hui, les attentions sont focalisées sur le rôle que l'État joue, l'indépendance ou le rapport, la relation entre l'organe qui gère les élections et le pouvoir en place. C'est un problème c'est une question qui est aujourd'hui dépassée dans beaucoup d'États. Tout près à côté de nous, ici au Sénégal, vous avez vu, c'est le ministère de l'administration de l'Intérieur qui organise les élections. Mais on a constaté pas mal d'alternance. Oui, on a constaté pas mal d'alternance. En France, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. On a constaté pas mal d'alternance. Mais chez nous, combien de fois la CENI a organisé des élections, il y a eu toujours des contestations. C'est pour vous dire que la question n'est pas seulement de dire il faut pas que ce soit, mais il faudrait qu'il y ait un véritable système de gestion des élections. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui. Tant que ça nous manque, tous les intervenants vont être décriés, à commencer par la CENI, à commencer par le ministère de l'administration du territoire. On ne parle pas des maires qui sont à la base. C'est de bonnes guerres et ça se comprend. Si vous remarquez généralement, comme il a dit, c'est dans les écoles que les élections se tiennent. La centralisation, généralement, on dit, bon, pour toute la commune de Matoto, on fait la centralisation là-bas. Et qui sait, est-ce que les résultats proclamés dans les bureaux de vote ont été centralisés? Est-ce que les résultats centralisés dans les bureaux de vote ont été transmis au niveau national? Est-ce que les résultats transmis au niveau national ont été pris en compte? Il y a toute une série de questions. Donc, vouloir prendre la question de la participation des autorités locales pour dire que ça pourra régler le problème des élections en Guinée, je ne suis pas convaincu.